Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour les fameuses petites histoires de Brop, mais cette fois-ci en format vidéo. Et on va vous proposer une saga de 3 vidéos sur des véhicules de légende. Et la première qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est sur une histoire un peu sombre, un peu bizarre même, qu'on se raconte parfois dans les garages. T'es trop près là. Comment ça, je suis trop... Ah, je suis trop près de toi, tu veux dire? Ah, ok. Donc en fait, quand carrément je touche la caméra... Moi, c'est Guillaume. Depuis quelques années, j'ai la chance de vivre des essais et des aventures pour Brop. Et il m'arrive aussi de prendre la plume pour vous écrire les petites histoires de Brop. Et on a décidé de vous les conter maintenant en vidéo. Et celle-ci, comme bien souvent, va certainement vous surprendre. Grâce à 3 ingrédients principaux qu'on retrouve d'ailleurs la plupart du temps dans toutes les belles histoires. Premièrement, d'abord, un personnage qui a un talent fou mais qui l'ignore et qui va rencontrer son destin parfois à la suite d'un drame. Deuxièmement, un vent de nouveauté. Un vent de nouveauté qui soudain se met à souffler sur une société endormie, ronronnant sur sa propre médiocrité. Et puis, un chaudron. Un quoi? Un chaudron? Un chaudron. Je comprends pas. Bah, un chaudron, ça arrive avec les caisses, mais un chaudron, c'est quand même... Tu vois, je dis pas que c'est obligatoire, mais dans ta rame et le chaudron magique, si t'as pas de chaudron, t'as rien, quoi. Tu vois, Enfin, je sais pas, je pense que c'est pas mal. Je sais, non, Et l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui porte sur une voiture. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on va évoquer la grande épopée de la petite Mini, ou plus précisément de l'une d'entre elles. Tout commence en 1919 dans le chaos de l'après-guerre. Comptant sur une promesse que lui avaient faite les Alliés, la Grèce veut récupérer des terres en Anatolie, une région où vivent des Grecs depuis des siècles. Une guerre éclate, et pendant 3 ans, les combats s'enchaînent. En 1922, la Turquie reprend le dessus, et la reconquête est brutale. Smyrne est livrée aux flammes. Les Russes sont en proie au chaos et des milliers d'habitants fuient vers le port, espérant embarquer avant qu'il ne soit trop tard. Alek Issigonis, 16 ans, est au cœur de ce drame. Comme tant d'autres, ils doivent tout abandonner dans la précipitation. Grâce à leur passeport britannique, ils parviennent à embarquer pour Malte, puis pour l'Angleterre. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle vie. En Angleterre, Alek Issigonis trouve rapidement refuge dans le monde de la mécanique, passion issue de son père. Plutôt balèze en dessin et en ingénierie, il intègre le London Polytechnic et commence à se faire un nom dans l'industrie automobile. Les années passent et en 1956, un choc pétrolier frappe l'Europe après la crise de Suez. Leonard Lord, le boss de BMC, veut une voiture compacte mais spacieuse capable de transporter 4 personnes sans ressembler à une boîte à sardines. Il confie cette mission à Alek Issigonis qui se met immédiatement au taf avec une approche révolutionnaire. Plutôt que de mettre un moteur en position longitudinale comme d'habitude, il le place en travers à l'avant avec la boîte de vitesse juste au-dessous. Résultat, un gain de place énorme permettant d'avoir 80% de l'espace total dédié aux passagers et aux bagages. Il ajoute aussi des roues minuscules aux 4 coins pour une tenue de route ultra stable et un intérieur étonnamment spacieux pour une voiture aussi petite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la machine d'Alek, elle va se vendre comme des petits pains. Mini va même dealer avec le manager des Beatles que chacun des chanteurs chevelus en reçoive une. On est au début des années 60. Et George Harrison va même repeindre la sienne avec des couleurs et des motifs hippies. Et cette Mini va faire le tour du monde. Jusqu'à ce que Mini décide d'en envoyer une à notre Bibi nationale, à Brigitte Bardot. Et alors là, forcément, après, en France, tout le monde en veut une. Et pour la première fois peut-être, une caisse devient le symbole de toute une génération. Même si la réussite commerciale va être plus complexe qu'il n'y paraît, on va le voir plus tard, le volume des ventes de la petite British est considérable, surtout pour l'époque. Rendez-vous compte, pendant 10 piges, entre 1959 et 1969, il se vendra en moyenne dans le monde 2 Mini toutes les 5 minutes. Jusqu'à ce que des petits malins s'amusent même à en mettre une en rallye. Drôle d'idée? Plutôt un carton, ouais. Piloté par des légendes comme John Cooper et Paddy Hobkirk, Mini va remporter le rallye de Monte-Carlo en 64, 65 et 67, devant des Lascar qui roulaient pourtant en Gordini ou en Auto Bianchi. Les raisons de ce succès, sa taille compacte et une maniabilité exceptionnelle, ainsi évidemment qu'un rapport poids-puissance surprenant. La Mini, elle va être produite dans plein de carrosseries différentes. Clubman, Countryman, la version break, la version pick-up, la version même utilitaire. Et pourtant, jamais elle ne sera proposée en version cabriolet. Tout du moins, pas du temps où Mini appartenait à BMC. Mais alors pourquoi? Pourtant, des concessionnaires et des carrossiers indépendants n'ont pas attendu l'aval de l'usine pour dégainer la disqueuse.
notamment en Allemagne et en France avec un modèle construit par un concessionnaire parisien, la très élégante Mini Arc de Triomphe qui va cartonner. Mais chez BMC, c'était niette. Au fond, c'est vrai que c'est surtout un problème lié à l'organisation de BMC. Car BMC, c'est pas que la Mini, non, c'est plusieurs caisses vendues, produites avec plein de badges différents, des noms différents et des coûts de production qui explosent. Ajoutez à ça un tout petit problème, c'est que personne n'avait pensé à vérifier si la production de la Mini était rentable. Eh oui, la Mini était vendue à perte. Alors forcément, le business model de BMC, un peu bancal. Et quand BMC décide de fusionner avec Leyland en 1968 pour se sauver, c'est un peu comme si un bateau en train de couler appelait à la rescousse un autre bateau en train de couler. Alors forcément, dans un contexte pareil, le mood est pas franchement à faire un cabriolet. Bon, évidemment, en même temps, quand tu sais qu'il pleut à peu près 200 jours par an au-dessus de Birmingham, tu te dis que faire un cabriolet, c'était peut-être pas la priorité. Vaut mieux aller chercher du bois, aller chercher de la tourbe pour foutre dans la cheminée, et c'est vrai qu'un clubman ou un countryman, c'est parfait. Mais heureusement, l'histoire s'arrête pas là. Avant d'aller voir notre pote Yann et vous présenter enfin cette caisse de ouf qu'on tease depuis tout à l'heure, on voudrait quand même dire un tout petit mot sur le partenaire de cette vidéo. AMV Legend, il propose des contrats adaptés à ce genre de bagnole, avec effectivement des tarifs dégressifs en fonction de l'âge du véhicule, du nombre de véhicules aussi collectionnés. T'as pas de temps à perdre. C'est 100% en ligne, il n'y a pas d'agence, tu le fais quand tu veux, ton devis. Tu vas sur le site amv.fr, tu verras, il y a un petit onglet AMV Legend et ça te permet effectivement de pouvoir t'assurer sur ces véhicules spécifiques. Il est là le boss, Yann, ça va? Salut Guillaume, ça va? Impeccable, ouais, très bien, merci de nous recevoir. Avec plaisir. On voulait parler avec toi de la Mini, de la fameuse. La fameuse. On est chez toi, ça fait combien de temps que tu as ce garage? 2 ans. 2 ans que tu es à Mandelieu. De Mandelieu, ouais. Donc moi je suis venu voir Yann en fait pour déposer une Mini. Alors pas la fameuse dont on va parler dans quelques instants, plutôt celle un peu de Nicky Larson, genre si vous avez la ref. Un coup de frein, des pneus qui crient. Puis Yann me dit un jour, j'ai une petite caisse à te montrer, une Renault en cours, c'est une Mini cabriolet. Mais moi quand tu m'as dit ça, bêtement, tu sais, j'ai pensé à la Mini cabriolet, la Champs-Élysées, voilà, non. Une vraie. Quand tu dis une vraie, c'est quoi? C'est une faite usine, une fabrication usine. Usine, fabrication usine. Attends. Comment ça, une vraie mini-cab produite par l'usine? Mais tu viens pas de nous dire l'inverse là, qu'il n'y en avait jamais eu? Eh ben ouais, mais ça c'était avant. Parce qu'en 1993, Rover, qui détient désormais Mini, se dit qu'il y a peut-être quand même un coup à jouer. Et hop, voilà la Mini cabriolet, la seule et l'unique Mini décapotable produite officiellement par la marque. Enfin, produite officiellement, c'est un grand mot. Déjà, elle n'est pas fabriquée sur les chaînes classiques, mais confiée à un sous-traitant en Allemagne. Ensuite, elle embarque des renforts un peu partout. Longeron renforcé, un arceau fixe, bref, c'est beaucoup de points en plus. Et puis autre détail, elle coûte une blinde. À sa sortie, elle est quasiment 2 fois plus chère qu'une Mini classique. Bilan, à peine quelques exemplaires produits. D'ailleurs, personne n'est vraiment d'accord sur les chiffres. Officiellement, Mini à l'époque disait 1000, mais en vrai, effectivement, apparemment, il y en aurait Il semblerait qu'il y en ait que 300, dont 200 conduites à gauche. peut-être, on va dire, un tiers dans les platanes, et donc il en reste quelques-unes, Voilà. dont Et- celle qu'on va essayer. Et la plus belle, alors. Et la plus belle. Combien de temps de rénovation sur la Mini? Alors, il y a eu un peu de retard chez quelques sous-traitants, mais c'était plus d'un an. Plus d'un an. Ouais. Il fallait commencer par les plaques, parce qu'elle était plaquée allemande d'abord. Ah Et, oui, ok. Commencer par les papiers. Et une fois qu'on avait les papiers, on a commencé, on a tout démonté. Toute la culasse, le bas moteur, on a tout refait entièrement. Voilà. Ok. Ce fameux moteur, le moteur transversal, avec le radiateur qui est effectivement à droite, Ouais. sur le côté, ce qui était unique, hein, directement monté sur le train avant, Direct. avec la boîte de vitesse au-dessous, si je dis pas de bêtises. Pas de bêtises. Là, tout n'est quand même pas tout à fait d'origine. Évidemment, il y a des choses d'origine. La sellerie, peut-être, c'est un peu inspiré. La sellerie, c'est le plus qu'on a fait nous. En fait, on l'a mise en cuir. Avec le coquille d'œuf couleur Ferrari. Ok, Qui n'est ouais, pas d'origine. D'origine, c'est en velours gris. d'accord. Et distendu, toutes les voitures qui sortent, enfin qui sont d'origine, elles sont avec le velours d'origine. Voilà, mais c'est bien les sièges Recaro d'origine et tout est d'origine. C'est juste qu'on a changé la matière, le tissu, quoi, qu'on a remplacé par du cuir. Ok, par contre, là, le volant, la boiserie, c'est comme ça que c'était aussi à l'époque, quoi. Alors la boiserie, oui, le volant, on l'a changé. On a mis un volant en bois pour que ce soit plus joli, plus élégant avec ce cuir-là. D'accord. Là, on a recouvert le tableau de bord de cuir pour que ce soit aussi plus joli. Bon, là, je te cache pas que je commence vraiment à avoir envie d'aller... voilà, aller... Pique. Ouais, exactement. Ça taquine, là, j'ai envie d'aller rouler un petit peu. On va y aller. On vous donne rendez-vous tout de suite, là, maintenant, dans 1 seconde, sur la route. Enfin, dans 2. 1, 2. Avec le toit fermé, pas de problème, on est bien dans une vraie Mini. On retrouve le design iconique de toutes les Mini, même des premières à la limite. Le look est distinctif. En revanche, la belle,
elle devient canonissime quand on la décapote et on va pas se gêner. J'ai presque envie de, tu sais, La machine d'Alec Essigonis est encore bien joueuse et rien dans les caisses modernes n'est comparable avec ce kiff de sentir vibrer sous l'accélérateur une mécanique pensée pour le plaisir du conducteur. regarde-moi ça. Regarde un peu les pare-chocs couleur carrosserie qui sont clairement gonflés, hein, bodybuildés. Et puis alors là, regarde, les passages de roues, j'adore. Élargisseur d'aile et un passage de roue qui fait qu'on est vraiment sur une caisse presque un peu tunée, quoi. Et pourtant, bah, ça, c'est de série. Bon, et puis évidemment, le tour serait pas complet sans voir ce qu'il y a là-dessous. Bah là, c'est le bloc moteur du 1,3 litre. Alors, le faux 1,3 litre, hein, c'est 1,275. Bon, malheureusement, le bloc moteur, c'est aussi ce qui donne du fil à retordre à tous les passionnés de cette caisse-là. Le moteur et la boîte de vitesse, en fait, elles partagent la même huile. Ce qui fait qu'il y a une usure des joints, en particulier de tout ce qui va être ceux du carter, ceux du cache-culbuteur ou des arbres de sortie de boîte, qui finissent vraiment par s'user. Alors, c'est pas rare, évidemment, de voir ce genre de beauté avec un petit carton au-dessous pour récupérer les gouttes d'huile qui perlent. Bah, enfin bon. Franchement, vu la tronche globale, on lui pardonne. Et puis après tout, c'est ça aussi les caisses de légende. On est presque au bout de ce reportage, ou de cet essai, appelez-le comme vous voudrez. En tout cas, pour nous, c'est la plus belle manière de rendre hommage à la passion d'un mec comme Yann, ou de vous raconter ces histoires d'hommes et de femmes, comme pour mettre une légende sur des visages qu'on voit parfois défiler sur les réseaux sociaux. Pendant que notre mini fait tourner les têtes, nous, on réfléchit à une fin, car pas question de se quitter comme ça. Bon, dernier truc que Yann évidemment a retapé, c'est le son. Le son, il est pas d'origine là pour le coup. Et on va en profiter tout de suite avec un son qui colle parfaitement au décor et puis à la voiture. Ce son qu'on va vous proposer pour finir, c'est Heartbeat City. C'est d'un groupe qui s'appelle The Cars. Ce son, il fait partie d'un album qui a été produit par Mutt Lange. C'est un producteur mythique des années 70-80 qui a produit notamment AC/DC ou Def Leppard. Et c'est lui qui va conseiller au groupe de miser à fond sur les synthés. On est dans les années 80, fin 80 en l'occurrence. Ce son, c'est un sample que vous allez peut-être reconnaître parce qu'il a également marqué peut-être votre enfance dans un groupe de rap marseillais. Mais je dis rien, mettez-moi en commentaire si vous avez reconnu. On finit là-dessus. Le temps pour nous de choisir le bon filtre Insta. Alors hop, non, ouais, non, ouais, parfait. Et puis bah, on part pour finir cette vidéo avec quelques images de drone. C'est parti. Wow! Bien à la fin, mec! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. On espère aussi qu'on pourra vous en faire d'autres. Et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va beaucoup nous aider pour la suite. À bientôt sur Brop.